Parce que ce ne sont pas seulement les gens d'Ukraine qui se battent pour leur liberté, c'est aussi notre sécurité qui est menacée. Si un pays peut envahir son voisin en Europe et rester impuni, alors personne ne peut être sûr de rien. La menace russe est réelle. Elle affecte les pays européens. Elle affecte Ces mots alarmants ne viennent pas simplement d'un analyste de sécurité ou d'un commentateur de télévision. Ils viennent du président de la France, Emmanuel Macron, dans un discours qui provoque des ondes de choc dans toute l'Europe. La France doit reconnaître Son statut spécial. Nous avons l'armée la plus efficace et la plus performante d'Europe. En raison des choix faits par nos ancêtres après la Seconde Guerre mondiale, nous avons un moyen de dissuasion nucléaire qui nous protège beaucoup plus que beaucoup de nos autres voisins. Notre moyen de dissuasion nucléaire nous aide. Il est complet. C'est un moyen de dissuasion souverain. Français. Du début à la fin. Et depuis 1000. Depuis 964, il a toujours œuvré pour préserver la paix et la sécurité européenne. Le futur chancelier allemand a appelé à un débat stratégique sur la fourniture de cette même protection de dissuasion à nos alliés européens. Comme vous pouvez le voir, Macron vient de proposer quelque chose que beaucoup pensaient impensable, étendre le parapluie nucléaire français pour protéger d'autres pays européens. Et comme prévu, la réaction de la Russie au discours de Macron a été immédiate et explosive. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, n'a pas mâché ses mots. Il a dit « C'est bien sûr une menace contre la Russie, contrairement à ses prédécesseurs, qui voulaient aussi combattre la Russie. Napoléon, Hitler, Monsieur Macron n'agit pas très élégamment. Non. Très gracieusement. Parce que, au moins, ils ont franchement dit « Nous devons conquérir la Russie. Nous devons vaincre la Russie. » Cette comparaison avec Napoléon n'est pas un hasard. En 1812, Napoléon Bonaparte a envahi la Russie avec une armée massive de pas moins de 600 000 soldats. Confiant d'une victoire rapide, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le rude hiver russe, où les températures atteignaient 40 degrés en dessous de zéro. Les Russes, qui connaissaient bien le climat et le terrain, ont décidé de simplement se retirer et de laisser les Français lutter contre les températures extrêmes. Le résultat fut catastrophique. Moins de 100 000 soldats ont réussi à rentrer chez eux. C'était une défaite historique qui a marqué le début de la fin pour l'empire de Napoléon. En évoquant Napoléon, Lavrov dit essentiellement « Regardez ce qui est arrivé au dernier Français qui a essayé de nous affronter. » Mais les Russes ne se sont pas arrêtés là. L'ancien président Dmitri Medvedev a décidé d'attaquer Macron de manière encore plus personnelle, l'appelant Micron, un jeu de mots provocateur sur le nom du président français. Micron est une petite unité de mesure, équivalente à 1/1000e de mètre. Medvedev traite essentiellement Macron de petit et insignifiant. Il a également écrit « Micron lui-même n'est pas une grande menace. Il disparaîtra à jamais le 14 mai 2027. Et il ne nous manquera pas. » Et comme vous pouvez le deviner, c'est la date qui marque la fin du mandat de Macron en tant que président. Une provocation directe et personnelle. Pour comprendre ce qui est vraiment en jeu dans ce conflit, nous devons connaître l'arsenal nucléaire français. La France dispose d'environ 290 ogives nucléaires opérationnelles. Ce nombre peut sembler petit comparé à d'autres pays, mais chacune de ces bombes a le potentiel de détruire complètement une grande ville. Ces armes sont réparties sur 48 missiles balistiques lancés par sous-marins et 50 missiles de croisière lancés par avion. Ce qui rend l'arsenal français spécial n'est pas sa taille, mais son indépendance. Le programme nucléaire français a été développé à 100% par la France, sans s'appuyer sur la technologie américaine ou celle d'un autre pays. Cela donne à la France une autonomie stratégique, que très peu de pays dans le monde possèdent. La France n'a besoin de la permission de personne pour utiliser ses armes nucléaires. La décision repose uniquement sur le président français. Outre la France, il y a un autre pays européen, avec des armes nucléaires, le Royaume-Uni, qui possède environ 225 ogives.
Cependant, contrairement à la France, les armes britanniques dépendent de la technologie américaine. Cette différence est cruciale à l'heure actuelle. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Avant cela, élargissons notre vue pour comparer les arsenaux nucléaires des principaux acteurs de ce scénario. Et je peux vous dire tout de suite que les différences sont énormes. La Russie a environ 4380 ogives nucléaires actives, avec 1549 ogives stratégiques prêtes à l'emploi immédiat, et quelque chose entre 1000 à 2000 ogives nucléaires tactiques de portée plus courte. C'est un vaste arsenal construit au fil des décennies de la guerre froide, et maintenu comme un symbole du statut de superpuissance de la Russie. De l'autre côté, nous avons l'OTAN dans son ensemble. Les États-Unis ont environ 3700 ogives nucléaires actives. En ajoutant celles de la France et du Royaume-Uni, nous obtenons environ 4215 ogives nucléaires actives dans l'Alliance occidentale. À première vue, ça semble équilibré, non? Mais il y a un détail crucial. Sur les plus de 4000 ogives nucléaires de l'OTAN, environ 3700 sont américaines. Cela signifie que sans les États-Unis, la capacité nucléaire de l'Alliance serait drastiquement réduite à environ 500 ogives seulement. Ceux de la France et du Royaume-Uni combinés. C'est comme si une équipe de football perdait soudainement son meilleur joueur, le gardien de but, et la moitié des remplaçants en même temps. Et c'est un point clé dans la discussion. L'OTAN dépend énormément des États-Unis. Non seulement pour l'arsenal nucléaire, mais aussi pour le financement, la logistique et le leadership stratégique. Les États-Unis et l'Allemagne sont les plus grands contributeurs au budget militaire de l'OTAN, avec près de 16% chacun, suivi du Royaume-Uni avec 11% et de la France avec 10%. Cependant, en termes de capacité nucléaire, les États-Unis représentent presque 90% de la force de l'Alliance. Et c'est ici que nous avons quelques indices sur ce qui a motivé Macron à prononcer ce discours. C'est parce qu'il y a des signes inquiétants que les États-Unis envisagent un changement radical dans leur participation à l'OTAN. Selon des sources fiables, le président américain a discuté avec ses conseillers de la possibilité de recalibrer l'implication américaine dans l'Alliance, favorisant uniquement les membres qui dépensent un pourcentage défini de leur produit intérieur brut pour la défense. En d'autres termes, avec ce changement de politique, les États-Unis pourraient refuser de défendre un membre de l'OTAN qui est attaqué si ce pays ne respecte pas la limite de dépenses de défense fixée. Cela représente une rupture dramatique avec le principe le plus fondamental de l'Alliance, le célèbre article 5, qui établit qu'une attaque contre n'importe quel membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous. Tous les indicateurs montrent que cette proposition va de l'avant. Après tout, Trump a critiqué à plusieurs reprises les pays de l'OTAN pour ne pas avoir atteint l'objectif actuel de dépenser 2% du produit intérieur brut en défense. Il soutient que cette disparité est injuste et surcharge les États-Unis. Plus récemment, il a même suggéré que les membres de l'Alliance devraient augmenter leurs dépenses à 5% du produit intérieur brut. Valeur que même les États-Unis n'atteignent pas, actuellement. Vous ne pouvez pas le faire à 2%, je veux dire, à 2%, chaque pays avec une armée régulière est à 4%. Je pense qu'ils devraient, vous savez, ils sont en territoire dangereux. Je pense qu'ils devraient être, ils peuvent tous se le permettre, mais ils devraient être à 5%, pas 2%. Je les ai amenés à payer 2%. Et dans ce scénario, où les États-Unis pourraient se retirer de l'OTAN, il est compréhensible que Macron parle maintenant d'étendre la protection nucléaire française à d'autres pays européens. Il se prépare en quelque sorte à un avenir où l'Europe pourrait avoir besoin de se défendre seule. En pensant à ce scénario où l'Europe devrait se débrouiller seule avec l'arsenal qu'elle possède, beaucoup de gens se demandent souvent si une seule bombe nucléaire peut détruire une ville entière, pourquoi les pays ont-ils besoin de centaines ou de milliers d'entre elles? Si nous pensons de cette façon, cela n'a vraiment pas de sens d'avoir des milliers de bombes, n'est-ce pas?
Et les États-Unis ne manqueraient pas tant que ça, du moins en ce qui concerne les armes nucléaires. Mais... la réponse à cette question est plus inquiétante. Connaissez-vous la théorie de la dissuasion nucléaire ? Elle est également connue sous le nom de théorie de la dissuasion. Développée pendant la guerre froide, elle reste la base de la stratégie nucléaire mondiale. L'idée centrale est simple mais puissante. Si vous avez suffisamment d'armes nucléaires pour causer des dommages sévères à votre ennemi, même après avoir subi une première attaque surprise, alors votre ennemi ne vous attaquera jamais en premier lieu. Il existe deux formes majeures de dissuasion. La première est la dissuasion par punition, où un pays menace de représailles dévastatrices en cas d'attaque. C'est comme dire, si tu m'attaques, tu pourrais me détruire, mais je te garantis que tu seras aussi détruit. C'est la célèbre destruction mutuelle assurée, ou destruction mutuelle assurée qui caractérisait les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide. La deuxième forme est la dissuasion par le déni, où un pays construit des systèmes de défense si efficaces que le succès d'une attaque ennemie est peu probable. Dans ce cas, l'agresseur se sent dissuadé d'agir, car il réalise que le coût d'une action agressive dépasserait de loin les avantages potentiels. Dans ce contexte, il est vraiment nécessaire d'avoir de nombreuses armes nucléaires réparties sur différentes plateformes de lancement. Ce n'est pas seulement pour causer plus de destruction, mais pour garantir que même après une première frappe surprise qui détruit une partie de votre arsenal, vous avez encore suffisamment d'armes pour une riposte dévastatrice. Et c'est pourquoi les pays maintiennent des missiles dans des silos souterrains protégés, dans des sous-marins cachés dans les profondeurs des océans, et dans des avions qui peuvent décoller rapidement. Tout cela est conçu pour garantir que toutes les armes ne peuvent pas être détruites en une seule attaque. C'est une logique terrible, mais qui a préservé le monde de la guerre nucléaire depuis 1945. Sachant cela, vous vous demandez probablement, si les États-Unis réduisent vraiment drastiquement leur engagement envers l'OTAN, l'Alliance sera-t-elle en mesure de faire face à la Russie ? En termes de force conventionnelle, l'OTAN, même sans les États-Unis, resterait une force militaire considérable. La Turquie a les plus grandes forces armées de l'Alliance après les États-Unis, avec environ 355 000 militaires actifs. Elle est suivie par la France avec environ 202 000. L'Allemagne avec environ 180 000, la Pologne avec 164 000, l'Italie avec 161 000, le Royaume-Uni avec 141 000, la Grèce et l'Espagne avec environ 130 000 chacun. En additionnant le tout, l'Alliance aurait plus d'1 million de troupes, même sans les Américains. En termes de technologie militaire, les pays européens de l'OTAN disposent d'équipements de haute qualité. Le Royaume-Uni, par exemple, dispose de 2 porte-avions modernes capables de lancer des chasseurs furtifs F-35. Alors que la Russie n'a qu'un seul porte-avions dépassé, la France, l'Italie et l'Espagne disposent également de porte-avions ou de navires amphibies capables de lancer des jets de combat. Les chars Léopard allemands et les chars Challenger britanniques sont considérés parmi les meilleurs au monde. Cependant, en termes nucléaires, il ne fait aucun doute que le départ des Américains serait un coup dévastateur. Comme nous l'avons vu, sans les Américains, l'arsenal nucléaire de l'OTAN serait considérablement réduit. C'est 500 ogives contre plus de 4000 de la Russie.
Certains experts soutiennent que même ces 500 ogives seraient suffisantes pour dissuader une attaque car elles pourraient causer des dommages catastrophiques à la Russie. D'autres soulignent que les pays européens ont la capacité économique et technologique d'augmenter leurs arsenaux nucléaires si nécessaire. Un récent rapport a souligné que si les pays européens s'unissent et achètent le bon équipement, l'Europe pourrait représenter un sérieux dissuasif conventionnel et nucléaire pour la Russie. Mais voici le problème. Un expert en sécurité l'a bien résumé en disant « L'Europe seule a encore la capacité de rassembler les ressources nécessaires pour se défendre. C'est une question de savoir si elle est prête à le faire. » Et c'est exactement là que réside le défi. Les pays européens seraient politiquement disposés, cohésifs et prêts à augmenter drastiquement leurs dépenses de défense et à adopter une position plus affirmée contre la Russie. Historiquement, l'Europe a eu du mal à créer une véritable politique de défense unifiée. Les divisions internes, les différentes priorités nationales et la réticence à augmenter les dépenses militaires ont été des obstacles constants. Le discours de Macron est maintenant plus compréhensible dans son contexte. La France est la seule véritable puissance nucléaire indépendante en Europe, car le Royaume-Uni dépend des États-Unis. Si les Américains réduisaient tant leur engagement envers l'OTAN, la France deviendrait presque par défaut le centre de la défense nucléaire européenne. Et ce discours montre, en quelque sorte, que Macron est désireux d'assumer le leadership à cet égard. Il semble se préparer à ce nouveau scénario, ou nouvelle ère, comme il l'a appelé. En proposant d'étendre la protection nucléaire française à d'autres pays européens, il tente d'établir la France comme le nouveau garant de la sécurité européenne. C'est un geste audacieux et risqué, mais cela a du sens compte tenu des incertitudes concernant l'engagement américain. Pour conclure, je veux que vous prêtiez attention à ce que Macron dit ici. La Russie, tout au long de cette période, continue de s'armer, dépensant plus de 40% de ses budget. À cette fin, d'ici 2030. Russie. Prévoit d'augmenter son armée pour avoir 300 000 Soldats supplémentaires. 3 000 chasseurs à réaction supplémentaire. Qui peut croire que dans ce contexte, la Russie s'arrêtera à l'Ukraine? Macron suggère clairement que la Russie a des ambitions au-delà de l'Ukraine, menaçant éventuellement d'autres pays européens. Mais que dit l'autre côté? L'année dernière, lorsqu'on lui a demandé s'il attaquerait l'OTAN, le président russe Vladimir Poutine a dit « Qui a eu cette idée absurde? C'est complètement délirant. » Mais ce serait de la folie s'il n'y avait pas une intention de rendre leur propre population folle. Ils disent « Ah mon Dieu, la Russie va bientôt nous attaquer et nous devons nous armer d'urgence, diriger d'urgence des armes vers l'Ukraine. » En réalité, cela est fait pour maintenir leur propre position impériale et leur grandeur. Voilà la vraie raison. Regardez le potentiel de l'OTAN, regardez le potentiel de la Russie. Vous avez décidé que nous sommes fous, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir, Poutine rejette catégoriquement l'idée que la Russie ait un quelconque intérêt à attaquer les membres de l'OTAN. Il décrit une telle notion comme de la folie, citant les capacités militaires combinées de l'Alliance comme la principale raison pour laquelle la Russie ne ferait jamais cela. Ce contraste entre les points de vue de Macron et de Poutine soulève de nombreuses questions, et j'aimerais vraiment connaître votre opinion à ce sujet. Qui pensez-vous être honnête dans cette histoire? Macron exagère-t-il et essaie-t-il d'entraîner l'Europe dans une guerre? Ou est-ce que Poutine essaie de calmer les nerfs occidentaux, tout en se préparant à des mouvements plus agressifs à l'avenir? Laissez votre opinion dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. À la prochaine!